Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 51e épisode. Cet épisode s'intitule « 7 ans de BDSM, les leçons tirées de la création de mon site ». Vous vous en doutez à ce titre, il paraîtra le lendemain du 7e anniversaire de l'ouverture officielle de mon site, le 3 avril 2017. Il paraîtra le lendemain et pas le jour même de l'anniversaire parce que les dates ne sont pas tombées exactement de la bonne façon, il aurait fallu que ce soit un jeudi et l'anniversaire tombe un mercredi. Mais c'est pas très grave qu'il y ait un jour de décalage. Donc dans cet épisode, ce que je vais tenter de présenter, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai tiré donc de ces 7 ans passés à travailler sur mes projets BDSM, essentiellement mon site, mais on peut aussi inclure mon blog, qui a l'adresse mon-blog-bdsm.xyz. Oui, je sais, XYZ, ça surprend. Et évidemment, le podcast que vous êtes en train d'écouter, qui a l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Première partie, un historique rapide et une très brève présentation de qui je suis. Cette partie va être rapide, mais elle m'a semblé nécessaire, histoire d'un petit peu vous donner de contexte, que vous compreniez pourquoi je parle donc de 7 ans, pourquoi je parle de mon site, etc. Surtout si vous arrivez sur ce podcast sans avoir trop entendu d'autres épisodes, ou sans avoir été voir mon site, qui est à l'adresse univers-bdsm.info, je vous le rappelle. Je suis donc Larry, c'est un pseudonyme, et au moment où vous écouterez cet épisode, j'aurai presque 53 ans. Mon anniversaire est en avril et il tombe un tout petit peu après la date d'ouverture de mon site. Le BDSM, je connais bien, j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes. J'ai commencé à m'y intéresser étant enfant, ado. J'ai fait de premiers petits essais, des balbutiements quand j'étais ado, et je m'y suis quand même intéressé de façon plus sérieuse quand j'ai atteint ma majorité, les 18-19 ans. Par exemple, c'est à cette époque-là que je suis allé pour la première fois dans le sex shop BDSM Démonia, qui est situé à Paris. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la sexualité en général, et évidemment le BDSM en particulier. De façon simplifiée, le BDSM est indissociable de ma sexualité. Franchement, je pourrais pas vraiment faire sans. C'est une partie majeure et j'en fais de façon assez intense. En tout cas, ce que moi j'appelle intense, que beaucoup de personnes trouveraient déjà être plus que ça, mais après c'est évidemment une question de vision personnelle. Ça dépend évidemment de la vision qu'on peut avoir du BDSM, de l'expérience qu'on a, etc. La première fois que j'ai voulu créer un site relié à la sexualité, c'était en 2000. Cette année-là, j'avais créé un site en français dans lequel je voulais parler d'éducation sexuelle en fait. Malheureusement, très vite, je me suis aperçu que je savais pas vraiment quoi dire. Je me suis très vite heurté à un problème de choix de sujet. Je me suis rendu compte que j'avais rien de bien original, de bien neuf à dire. Et je n'avais pas envie de juste répéter ou résumer vaguement ce que je pouvais lire dans des livres d'éducation sexuelle par exemple. Ça aurait pas eu beaucoup de sens. Bref, il me manquait un angle original, quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment que j'aurais pu, moi, apporter. Donc après quelques mois, je me suis rendu compte que ça le faisait pas et j'ai abandonné. En plus de ça, j'étais à cette époque-là submergé de travail, donc j'avais pas non plus trop de temps à y consacrer. Je fais maintenant un grand bond en avant pour parler des époques 2015-2016. À cette époque-là, je me suis intéressé à ce qui se passe dans les événements BDSM et j'ai commencé à aller à des munch BDSM. Je vous rappelle qu'un munch BDSM, c'est une réunion de discussion sur BDSM, généralement organisée dans un bar ou un restaurant. Et j'ai donc commencé à fréquenter très régulièrement, c'est-à-dire à toutes leurs réunions, les différents événements de type munch organisés par une association parisienne. De BDSM, évidemment. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes et de discuter. Et je me suis beaucoup dévoué pour faire l'accueil en fait, pour accueillir les nouveaux et les éventuelles quelques nouvelles, mais c'était surtout des nouveaux, qui étaient typiquement des hommes dans la vingtaine. Évidemment, comme ils étaient assez jeunes et que pour la plupart ils débutaient le BDSM, ils avaient pas mal d'hésitations, pas mal d'idées reçues, etc. Bref, ils se posaient plein de questions, ce qui est tout à fait naturel, c'est exactement les questions que moi je me posais avant, et donc j'ai tenté d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Tout ça, au bout d'un moment, ça m'a amené à me dire il manque quelque chose à ce niveau-là. En fait, le problème, c'est que il manque vraiment, et il manquait encore plus à cette époque-là, des sources d'informations, notamment en direction des débutants et des débutantes. Ça m'a un peu titillé, donc je me suis dit, il y aurait quelque chose à faire. Ça m'a refait penser à mes velléités, donc
de créer un site d'éducation sexuelle en 2000, et je me suis dit, je vais peut-être réessayer. Alors après pas mal d'hésitations, finalement un jour j'ai fini par me dire, ok, on va tenter, je me lance. Et c'est comme ça qu'est né mon site. Bon, évidemment, je vous passe les détails, mais j'ai dû faire des recherches pour trouver un hébergeur, pour trouver les outils pour faire l'administration de mon site, etc. Ça a pris du temps. Ensuite, j'ai donc pris un abonnement, j'ai commencé à rédiger des articles, et une fois qu'il y a eu quelques articles, histoire d'amorcer la pompe, j'ai décidé que c'était le moment de faire l'ouverture officielle, et donc c'était le 3 avril 2017. Au moment où vous entendez cet épisode, ça veut dire que la date elle est déjà dépassée, et donc mon site a au minimum 7 ans d'existence. Évidemment, en 7 ans, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'expériences, beaucoup de mauvaises expériences aussi d'ailleurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, franchement. Je vais discuter de tout ça dans les parties suivantes. Et une dernière précision quand même pour que vous compreniez bien à quel point je me suis investi dans ce projet, en fait dans plusieurs projets, puisqu'il y a mon site, il y a mon blog, il y a mon podcast, et j'ai aussi fait d'autres projets annexes dont je vais pas parler. Tout ça depuis 2017, donc ça m'occupe quasiment à plein temps. C'est pour ça que le site a quand même grossi assez rapidement et maintenant il contient l'équivalent de milliers de pages. C'est évident que j'aurais pas pu faire ça en travaillant uniquement mes week-ends ou certains soirs, ça aurait pas été possible. J'ai vraiment investi un temps qui est énorme dans ces projets-là. Deuxième partie, ce que j'ai appris à titre personnel. Vous allez me dire que la totalité de cet épisode, ce sont les choses que j'ai apprises à titre personnel, mais là je veux vraiment dire, sans prendre en compte mon site en lui-même, là je veux dire ce que j'en ai retiré à titre personnel pour mes propres pratiques par exemple, notamment pendant que je faisais des recherches, pendant que j'étudiais le sujet, pendant que je méditais sur toutes ces choses, et tout ça, ça m'a permis de prendre du recul progressivement, et ça m'a permis aussi de changer d'opinion sur un certain nombre de points. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas prévu au départ. Ça peut vous surprendre, mais en fait, mes débuts étaient assez modestes. J'avais juste expliqué des choses du genre les bases du BDSM, avec notamment mon article qui présentait le BDSM aux personnes qui débutent. Mais j'avais pas immédiatement pensé que, en faisant mes recherches, je pourrais moi-même en profiter à titre personnel en apprenant plein de nouvelles choses. C'était pourtant évident, quand on y pense maintenant, c'était évident que ça arriverait. Mais sur le coup, c'était pas la raison pour laquelle j'avais lancé ce projet. Et donc très vite, je me suis trouvé confronté à pas mal de choses. D'abord, je me suis intéressé à plein de côtés du BDSM, plein d'activités, de pratiques, auxquelles j'avais jamais trop prêté d'attention parce que, personnellement, ça m'intéressait pas vraiment, ou que j'avais jamais eu l'occasion de les faire ou de m'y intéresser, tout simplement. J'ai aussi appris des choses du point de vue du vocabulaire. Ça peut vous surprendre, mais en fait, faut bien que vous compreniez que avant de me lancer là-dedans, dans tous ces projets, je faisais mon BDSM, donc je connaissais les choses qui m'intéressent et le vocabulaire des choses qui m'intéressent. Typiquement, c'était bondage, sadomasochisme et des choses de ce genre-là. Quand j'ai commencé à plus explorer le BDSM, à regarder des sites, etc., je l'avais déjà fait avant, j'avais déjà un petit peu regardé, mais pas énormément, et j'y avais pas passé beaucoup de temps comme là ça a été le cas. Et donc forcément, en allant regarder beaucoup plus de choses, beaucoup plus profondément, j'ai rencontré pas mal de choses que je connaissais pas ou peu. Il y avait carrément donc, comme je viens de le dire, des mots que je connaissais pas, des concepts même que je connaissais pas, parce que le BDSM c'est large. Alors évidemment, les bases, la plupart je les connaissais, bien entendu. Mais très vite, même parfois dans des choses relativement connues, il y avait des choses je connaissais pas, ou je ne connaissais pas les termes. Parce que parfois je le faisais sans avoir forcément le vocabulaire américain, et parfois je savais plus ou moins que ça existait, mais je savais pas exactement les noms qu'on mettait sur ceci ou cela. Une autre chose qui est vraiment très importante, et c'est le grand point, la chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que, au fur et à mesure que je réfléchissais pour mes articles, que je prenais du recul, que j'essayais de mettre tout ça un petit peu d'aplomb dans ma tête, d'organiser, etc., je me suis aperçu que, sur un certain nombre de points, non seulement j'avais des ignorances, des lacunes, etc., qui sont normales, bien entendu, je viens d'expliquer pourquoi, mais je me suis aussi aperçu que j'avais encore pas mal d'idées fausses et de mythes en tête. Alors pourtant, faut comprendre que je suis quelqu'un de très rationnel, j'utilise fortement mon esprit critique, j'accepte pas totalement les choses sans réfléchir. Si vous avez déjà écouté mon podcast ou lu des articles, vous avez dû vous apercevoir de tout ça. Pourtant, j'avais quand même un certain nombre de points en tête qui étaient soit des mythes, soit des erreurs, des mauvaises compréhensions, etc. Et c'est normal, de la même façon que je dis toujours dans mes articles et dans mes épisodes, que quand des personnes débutent, elles ont des idées fausses, des idées reçues, et que c'est normal, que c'est impossible de ne pas en avoir, et je dis toujours, même moi j'en avais.
Et ben là, voilà, justement, je suis en train de vous expliquer, j'en avais encore, et c'est normal, je veux dire, c'était pas possible de tout connaître avant de vraiment s'intéresser beaucoup plus en profondeur à ce genre de sujet, et parfois j'ai vraiment eu des surprises en fait. Il y a vraiment des sujets sur lesquels j'ai totalement changé d'avis. C'est pour ça que maintenant j'insiste beaucoup sur les mythes et ce genre de choses, notamment ceux auxquels moi-même je croyais plus ou moins, malgré donc un esprit critique assez aiguisé, Si moi-même j'ai rencontré ce genre de problème, évidemment, ça veut dire que plein d'autres personnes les rencontrent, tout le monde en fait, d'où l'importance sur mon site de justement démythifier toutes ces idées fausses, ces idées reçues, etc. J'ai aussi de plus en plus nuancé mes opinions, mes perceptions sur un certain nombre de points. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous aurez certainement remarqué que je suis très insistant sur ce côté-là, sur le côté il faut nuancer, remettre les choses en contexte, etc. Ça caractérise ce que je dis, ça caractérise mon discours. Malgré ça, je suis quand même arrivé à des conclusions qui m'ont amené donc à encore plus nuancer mes approches, alors que déjà elles l'étaient pas mal avant. Alors je vais pas vous donner trop d'exemples parce que là il me faudrait parler pendant 1 heure. Je vais juste vous donner 2 exemples. Le premier, c'est les fameux mots d'arrêt, les safe words. J'ai pas mal changé d'avis sur ça. En fait, maintenant je pense exactement l'inverse de ce que je pensais avant, parce que j'avais pas pris assez de recul. Mais faut comprendre aussi que quand moi je parle de BDSM à titre personnel, faut bien que vous compreniez que moi je le vois comme étant quelque chose qui occupe une grande partie de ma vie, quelque chose que je fais de façon intense. Bref, je suis à fond dedans. Donc mes perceptions et aussi mes besoins quand je fais du BDSM sont forcément différents de la personne moyenne qui se sert du BDSM une fois de temps en temps pour épicer sa vie sexuelle. C'est normal qu'il y ait une grosse différence entre ces 2 cas. Et moi je voyais évidemment les choses de mon point de vue perso, avec donc une volonté de faire des choses intenses avec des personnes qui aussi font des choses intenses, qui sont aussi, comme moi, à fond dedans. Du coup, dans le cadre de mes articles, je parle pas de mon type de situation, je parle un peu pour tous les types de situations et surtout pour les personnes qui débutent, donc je suis obligé de fortement changer mon discours pour m'adapter justement à ce continuum, alors qu'à titre personnel, il y a seulement une partie de ces connaissances, de ces discours qui m'intéresseraient réellement. Et le deuxième point sur lequel j'ai vraiment beaucoup changé d'avis, c'est sur le nombre de personnes qui font du BDSM en France. Et en dehors de la France aussi, mais là je vais parler de là où j'habite, ça a plus de sens. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était pas très répandu le BDSM. Mais évidemment, je viens de l'expliquer à l'instant, il faut bien garder à l'esprit que moi je le voyais comme étant des gens qui sont comme moi. Donc évidemment, de ce point de vue, si vous regardez que les personnes qui sont entre guillemets à fond dedans, c'est forcément une petite minorité. À l'heure actuelle, pour vous donner une idée, j'estime que c'est quelques milliers de personnes en France qui sont comme moi à fond entre guillemets dedans. Étant donné que j'étais focalisé sur ça, j'avais pas pris suffisamment de recul, et du coup je gardais en tête que ce genre de cas. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Quand on parle de BDSM, en fait, faut tenir compte de tous les cas. Du coup, j'avais très fortement sous-estimé le nombre de personnes qui font du BDSM en France. Mais après, donc en réfléchissant, en prenant du recul, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, ah bah oui, évidemment. C'est parce que j'étais trop focalisé sur le type de profils qui sont similaires, très proches du mien, et du coup, j'avais pas pensé qu'il y avait plein d'autres possibilités. J'avais expliqué dans la partie précédente que j'étais allé me mêler donc à ce que j'appelle le, entre guillemets, milieu public BDSM, c'est-à-dire les personnes qui vont aux événements, et notamment aux munch. Les soirées, j'aime pas vraiment, je suis allé à un certain nombre, mais pas beaucoup parce que j'aime pas vraiment ça en fait. Je suis allé à un grand nombre pendant plusieurs années, et là aussi j'ai retiré quelque chose, et malheureusement là, c'est pas quelque chose de positif du tout, c'est que j'ai été extrêmement déçu, et surpris aussi d'ailleurs, des comportements dont j'ai été témoin un peu partout, notamment pendant les munch donc, pendant les soirées, mais aussi sur les sites BDSM, notamment dans les forums, par exemple sur le fameux site social BDSM, fetlife.com. J'ai été déçu, mais alors de multiples façons, par les problèmes d'organisation, les problèmes d'ambiance qui étaient souvent assez mauvaises parce que il y avait toujours une poignée, ou plus d'ailleurs, de personnes qui pourrissaient tout en fait, parce que bien sûr tout le monde n'est pas horrible et odieux, évidemment. Et j'ai vraiment été surpris de voir que des personnes qui se comportaient de façon complètement folle, avec des agressions verbales, etc., étaient tolérées. Moi je les aurais virées immédiatement, mais faut croire que c'était acceptable. J'ai protesté à droite à gauche, mais bon, ça a servi absolument à rien, donc finalement, j'ai fini par arrêter complètement de sortir comme ça dans des événements, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une trop mauvaise ambiance. C'était trop problématique. Je vais pas trop m'appesantir sur ce sujet. J'en ai déjà parlé un peu dans d'autres épisodes, mais surtout dans des articles de mon site et sur mon blog, où j'ai dénoncé assez vigoureusement un certain nombre de problèmes. Je précise une chose quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai presque 53 ans et croyez-moi, j'ai rencontré beaucoup de monde et beaucoup de personnes qui avaient des problèmes.
Professionnellement, j'ai des histoires, je pourrais vous raconter, vous seriez vraiment étonné de ce que j'ai vu, ce qui m'est arrivé. Ce serait presque drôle, sauf que moi ça m'a pas trop fait rire sur le coup. Donc je me faisais pas vraiment d'illusions sur le fait que ça allait être les bisounours ou quelque chose comme ça, vous voyez. Je savais bien qu'il y aurait des gens qui sont pas très sympas, etc. Par contre, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que la situation elle soit aussi mauvaise. C'est ça le problème en fait. Et surtout, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient ouvertement hyper violentes, agressives, etc., et que rien n'a été fait contre. Et ça, j'ai trouvé que c'était inacceptable. Ah, et puis un dernier point, la plupart des gens que je connaissais, qui fréquentaient aussi ce genre d'événements, sont partis pour à peu près les mêmes raisons, hein, donc je suis pas le seul à avoir trouvé que c'était n'importe quoi. Mais je regrette que ça se soit passé comme ça. Si vous avez écouté mon épisode de podcast précédent, le numéro 50, Mon rêve BDSM, j'expliquais justement que j'aurais bien aimé que tout ça, ça soit mieux géré, que ça se passe mieux, quoi. Pas que pour moi, hein, parce que à la limite, moi, je m'en fiche, hein, mais surtout pour les personnes qui veulent débuter le BDSM et qui tombent là-dedans, et surtout les plus jeunes, ça peut être vraiment violent de tomber sur des personnes qui crient lors des 5 premières minutes d'un munch, par exemple. Ça a de quoi franchement vous dégoûter de façon sévère. Moi, ça m'est égal, parce que le BDSM, c'est mon BDSM, je le fais de mon côté, j'ai pas de problème. Mais franchement, ça doit être terrible pour les personnes qui arrivent dans ce genre d'ambiance et qui croient que le BDSM, ça va être bienveillant, blablabla. Donc je vais pas insister, mais j'ai vraiment été déçu. D'autant plus que moi, j'essayais donc d'aller de l'avant, j'étais bénévole dans l'association dont je faisais partie, j'essayais d'aider sur les forums, etc. Et ça fait un choc hein, quand on essaye d'aller de l'avant, de pousser, d'aider et tout, et qu'on se retrouve comme ça donc face à des attitudes qui sont vraiment extrêmement nocives et malsaines. Troisième partie, les problèmes de gestion du site et Google. Pour mettre en place mes différents projets, j'ai dû utiliser pas mal de moyens techniques et franchement, je peux vous dire une chose, c'est que tout ce que j'ai fait, ça aurait été impossible si j'avais pas été un informaticien professionnel et spécialiste d'internet. Rien que l'outil de gestion du site principal est un outil assez complexe, mais qui était nécessaire pour ce que je devais faire. Je suis content d'avoir choisi cet outil, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à utiliser, et lors des mises à jour par exemple, c'était carrément difficile à faire. Ensuite, suite à mes problèmes de bannissement dont je parlerai dans la partie suivante, je me suis retrouvé à devoir récupérer tous mes autres projets sur mon propre serveur pour être totalement indépendant. Puisqu'il s'est avéré impossible d'héberger tout ça sur des plateformes entre guillemets faites par des tiers, je me faisais bannir de tous les côtés. Donc j'ai utilisé un outil particulier pour la gestion du blog et encore un autre outil pour gérer le podcast. Chacun d'entre eux a ses propres problèmes. Le blog, franchement, j'en suis vraiment très content. Il s'avérait que c'est un outil qui était relativement facile à mettre en place et à utiliser, mais ça reste quand même hors de portée à mon avis de quelqu'un qui n'a pas de très bonnes connaissances en informatique. Le podcast, pas mal de problèmes aussi. Il y a eu des difficultés à droite à gauche. Lors d'une mise à jour, par exemple, j'ai tout cassé parce que j'avais pas compris, parce que c'était pas documenté qu'il fallait mettre à jour telle autre partie du système. Bref, je vous passe les détails. Croyez-moi sur parole, ça aurait pas été possible de faire tout ça sans avoir une aide professionnelle. Alors évidemment, dans mon cas, c'est arrangeant que je sois cette personne, mais même en étant un pro, franchement, j'ai du mal sur beaucoup de choses. Et je vous parle pas du problème de gestion du serveur, etc. Je vous passe les détails. Ensuite, un autre problème dont je voudrais parler, c'est mon souci avec Google. Pour que vous compreniez le problème, la situation, quand j'ai des visites sur mon site principal, j'ai environ 85% des visites qui ont pour origine des moteurs de recherche, et ces moteurs de recherche, en réalité, c'est à plus de 99% Google. Du coup, Google, c'est majeur, c'est-à-dire que c'est par là que j'ai le plus de trafic. Vous pouvez dire que c'est à peu près 85% des visites qui viennent de Google, en simplifiant la peine. Du coup, je suis totalement dépendant d'eux, et ça s'est avéré être un terrible problème. Horrible. Franchement, depuis le départ, depuis la création du site, j'ai eu que des problèmes avec eux. Ça a été horrible. Je vais pas entrer totalement dans tous les détails sordides, parce que ce serait pénible, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai suivi toutes les instructions, j'ai fait les manipulations, je me suis enregistré en webmaster, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. Mon site est enregistré, il est reconnu chez Google. Le problème, c'est qu'ils changent très souvent les paramètres de leur algorithme qui ensuite déterminent quelles sont les pages qui sont affichées quand vous faites une recherche. Et malheureusement, à peu près à chaque fois qu'ils font une grosse modification comme ça, je me prends une énorme claque et le nombre de visites s'effondre. Ça a été terrible. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé avec des baisses du genre 25%, divisé par 2, et même dans un cas, divisé par 3. Et ensuite, pour remonter dans le résultat, c'est extrêmement difficile, extrêmement lent.
Et le gros problème, c'est que si on n'est pas dans les premiers résultats sur les pages Google quand vous faites une recherche, typiquement si on n'est pas dans les 10 premiers résultats, la première page, la plupart des gens ne vont jamais à la deuxième page. Donc l'idéal, c'est d'être sur la première page dans les 10 premiers résultats. Et ça, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. J'y suis arrivé, j'ai eu beaucoup de pages qui sont soit en numéro 1, ce qui est extrêmement difficile, soit en numéro 2, 3 et parfois simplement sur la première page. Donc j'ai certains articles comme ça qui ont réussi à faire leur chemin après des années. Le problème, c'est que globalement, j'ai trop souvent des soucis et beaucoup de pages ne sont pas correctement indexées, en fait, elles sont pas mises au bon endroit parce que les algorithmes de Google changent comme ça, bizarrement, d'un jour à l'autre, et je me suis retrouvé avec des articles qui sont restés plusieurs années en excellente position et maintenant qui ont carrément disparu. C'est-à-dire, vous pouvez chercher pendant des dizaines de pages et vous les trouverez pas, ou si vous les trouvez, ce sera style à la page 50, bref, des endroits où personne ne va jamais. En résumé, ce problème avec Google, c'est mon plus gros problème. Il n'y a rien d'autre. Tous les autres problèmes que j'ai pu avoir, il n'y en a pas un seul qui soit équivalent à celui-là. Parce que, évidemment, vous comprenez, la motivation pour faire le site, c'est qu'il y a des gens qui viennent lire mes articles. Ça se comprend. Les articles du site, éventuellement du blog, et puis, bon, écoutez le podcast, mais avant tout les articles du site. Et quand le résultat, il est faible, forcément, moi, ça me démotive, parce que j'ai pas envie d'écrire si personne vient me lire. Donc c'est critique, et malheureusement, c'est sans arrêt, je suis martelé par eux. Et à plusieurs reprises, j'étais sur le point de tout abandonner parce que quand vous avez votre trafic qui est divisé par 3 d'un jour sur l'autre sans aucune explication autre que ils ont changé leur algorithme et vous savez pas pourquoi ni comment, c'est super démotivant. Je pense que vous le comprenez vraiment aisément. Et en plus, c'est arrivé plusieurs fois, donc évidemment, c'est pas dur de comprendre le petit souci. En plus de ça, de façon claire, quand on parle de sujets adultes, de sujets genre BDSM, c'est beaucoup plus difficile que les autres sujets. Parler de sujets adultes, parler de BDSM, ça rend tout 100 fois plus difficile. Ça, je m'en suis aperçu, surtout avec mes histoires de bannissement dont je vais parler tout de suite. Mais juste pouvoir obtenir des liens, des choses comme ça, c'est une vraie difficulté parce que le sujet est un sujet où il y a des tabous, blablabla. Et tous les moteurs de recherche, les plateformes, etc., tout ça, c'est très frileux dès qu'on parle de sexe. Et si en plus on parle de choses qui sont un peu tabous comme le BDSM, alors là, c'est la catastrophe. Et je vais en reparler tout de suite. Quatrième partie, diverses difficultés que j'ai rencontrées. La première, je viens d'en parler dans la partie précédente, c'est le bannissement. Le BDSM, le sexe, tout ça, ce sont des sujets qui sont encore très difficiles à gérer. Quand vous allez sur des plateformes de blog et choses comme ça, vous êtes obligé de dire que vous êtes dans une section adulte et tout, c'est pas un problème. Le souci, c'est que après, vous êtes totalement à la merci de la panique du jour, et j'ai eu par exemple, si vous avez lu un petit peu mon blog ces dernières années, des choses du genre, mon blog précédent qui était sur une plateforme de blog française, que je ne citerai pas, un jour ils ont décidé de virer, comme ça, sans avertissement, sans vous donner d'explication, tous les blogs adultes. Et donc j'ai tout perdu comme ça. Hop, sans avertissement, sans explication, j'ai pas eu le temps de sauvegarder mes données, on vire. Et quand je m'en suis aperçu, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et il y avait d'autres personnes qui se plaignaient aussi, et encore moi j'ai pas trop perdu de choses, parce que j'avais fait des sauvegardes manuelles, mais il y a des gens, ils ont perdu des années de travail. Ce qui s'est passé en fait globalement, c'est que je me suis retrouvé confronté à un véritable mur de tous les côtés, un obstacle quasiment infranchissable, parce que sur certaines plateformes, j'ai même pas tenu plus d'1 heure. Je me suis inscrit, j'ai commencé à faire des articles, j'ai été banni au bout de même pas 1 heure alors que je respectais exactement les conditions d'utilisation. Dans un cas, sur Twitter, j'ai même pas tenu 5 minutes parce que j'avais eu le malheur de mettre BDSM dans le titre, ils ont pas aimé, je me suis retrouvé à me battre avec eux, ils m'ont désactivé, réactivé, enfin bref, ça a été toute une histoire, mais à la fin, je me suis retrouvé avec mon compte qui était réactivé, mais par contre, j'arrivais pas à poster de messages parce que soi-disant, je respectais pas les règles. Mais comme j'avais rien fait, je vois pas comment je pouvais ne pas respecter les règles, puisque j'en étais encore en train de créer mon compte et j'avais rien écrit nulle part, J'étais en train de remplir la description. Alors c'est difficile de dire qu'on ne respecte pas les règles si on n'a rien fait du tout. Mais bon, j'ai laissé tomber, parce que c'était pas la peine de battre avec eux, et je me suis aperçu que c'était partout des problèmes comme ça. Donc j'ai tout ramené chez moi, c'est-à-dire je loue un serveur sur lequel il y a mon site principal, et j'y ai maintenant ajouté mon blog, que j'ai donc recréé entièrement, J'ai ajouté mon podcast, et puis d'autres projets dont je parle pas, c'est pas très important. Et ça a été le seul moyen d'être totalement indépendant. C'est le seul moyen pour ne pas être banni, pour ne pas être censuré, enfin bref, pour qu'on puisse avoir la parole. Le seul moyen, c'est d'avoir un hébergement perso, qui n'est pas sans avoir des problèmes, puisque ça rend plus difficile de se faire indexer, par exemple sur les moteurs de recherche de type Google. Mais j'avais le choix entre pouvoir m'exprimer mais avoir des problèmes, ou rien faire du tout.
Je vous laisse imaginer que ce choix, il était facile à faire. Franchement, ça, ces bannissements, ça a été un gros problème. C'était très stressant, ça m'a coûté du temps, de l'argent, enfin ça a été pénible. Mais heureusement maintenant, j'en suis venu à bout, mais ça a été pénible. Une autre difficulté, mais là on pouvait s'y attendre, c'est que créer des articles, des podcasts, c'est dur. Évidemment, je m'y attendais, c'est pas vraiment une surprise. J'avais déjà essayé de créer un site en 2000 d'éducation sexuelle, je m'étais tout de suite aperçu de problèmes. Et de façon générale, même dans mon job, dans mon métier, même si maintenant j'ai arrêté, j'avais l'habitude de rédiger des documentations, des choses comme ça, plus pendant ma scolarité évidemment, j'avais rédigé plein de choses. Mais écrire des articles, surtout des articles qui sont un petit peu originaux, c'est vraiment difficile, ça prend du temps, il faut à la fois trouver les informations, évidemment, mais il faut aussi trouver le moyen de les exprimer, en tenant compte des différents types de publics visés. Alors c'est pas toujours évident de choisir le niveau de détail, de choisir est-ce que je parle plutôt à tel type de personnes qui débutent, est-ce que je parle plutôt à des personnes qui connaissent déjà, les deux. Si vous voulez un exemple, regardez Wikipédia, vous avez des articles, ils sont clairement illisibles parce qu'ils sont beaucoup trop techniques. C'est supposé être une encyclopédie qui devrait être plus ou moins accessible, mais vous avez des articles, c'est incompréhensible si vous n'êtes pas déjà dans le métier. Et à l'inverse, vous avez d'autres articles, on croirait que c'est pour des enfants, alors que vous voudriez que ça aille un peu plus loin. Donc ça, c'est un problème de fond que je résous en général en décidant que j'écris plutôt à des personnes qui sont débutantes. C'est pour ça que sur chaque page, j'indique le niveau que je présume de personnes qui sera intéressées, et la plupart du temps, j'indique les personnes qui débutent. Donc j'ai beau quand même avoir eu avant déjà l'habitude d'écrire, de m'exprimer, etc., quand même, ça m'a pris du temps pour vraiment arriver à me roder, parce que maintenant je suis assez bien rodé. Et puis un autre problème, évidemment, c'est que il faut arriver à trouver les idées. C'est pas évident du tout de trouver les sujets. Une fois qu'on a trouvé le sujet, il faut arriver à remplir, c'est-à-dire il suffit pas juste d'avoir une idée générale, il faut avoir exactement les idées qu'on va vouloir faire passer, et parfois c'est difficile. Parfois j'ai des idées de sujets à traiter, de sujets dont je voudrais parler, mais finalement quand je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais dire exactement, je m'aperçois assez vite que finalement j'ai pas tant de choses à dire que ça, donc c'est un petit peu difficile de justifier un article. C'est pour ça que dans ce genre de cas maintenant, souvent, j'utilise le blog pour parler de ce genre de choses qui sont un petit peu plus superficielles ou qui méritent pas un article complet. Même pour le podcast, souvent j'ai du mal à voir exactement qu'est-ce que je vais dire. Et à l'inverse, dans d'autres cas, c'est l'opposé, c'est que j'ai tellement de choses à dire que c'est pas du tout évident de décider comment présenter les choses. Et souvent quand je commence un podcast, et surtout quand je commence un article, j'ai une vision de ce que je veux dire, bien sûr, mais pendant que je suis en train de rédiger mon plan détaillé, avant d'entrer dans la vraie rédaction, ou bien parfois lors de la rédaction, je me dis « Ah mince, j'avais pas pensé, mais il y a aussi ça, et puis j'aurais peut-être dû aussi parler de ça et de ça », et du coup je me retrouve avec un article ou un podcast qui est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué que prévu. Évidemment, vous allez me dire que une partie du boulot, entre guillemets, d'écrire des articles ou d'enregistrer des podcasts, c'est aussi de sélectionner les parties à garder et d'élaguer les parties pas intéressantes qu'il faut pas garder. Alors ça, je le fais, bien entendu, mais souvent, quand j'aborde des articles sur mon site principal, je veux quand même aller pas mal au fond des choses, et il y a beaucoup de choses dont je suis quand même obligé de parler, parce que si j'en parle pas, ça devient trop superficiel. Donc je préfère en parler même si c'est un peu superficiel en disant, voilà, j'évoque juste le sujet, j'entre pas trop dans les détails. Mais même avec une telle stratégie, souvent je me retrouve avec des articles et des épisodes qui sont beaucoup plus longs, ça peut facilement doubler parfois. Donc dans certains cas, je sépare, c'est ce que j'ai fait pour un certain nombre d'articles du site, c'est ce que j'ai fait pour des épisodes de podcast, comme par exemple pour la série d'articles sur les munchs, ou bien la série toute récente sur le bondage, parce que vous n'allez pas écouter des épisodes de podcast qui font presque 3 heures, et vous n'allez pas lire un article de mon site qui fait 150 pages. Et donc, en résumé, tout ça, c'est dur. Et vous le saviez certainement, mais c'est beaucoup plus facile en apparence quand on le lit que de le créer. Je pense que vous connaissez ce problème, mais quand on lit mes articles, certains d'entre eux, ça a pas l'air très difficile. Vous vous dites, ouais, bon, ok, c'est intéressant, mais il ne semble pas que ce soit spécialement difficile à faire, sauf quand on le fait. Et croyez-moi, c'est vraiment beaucoup plus dur que ça ne paraît. Même les épisodes de podcast, ça me prend plus de temps que vous imaginez, je pense. Pour vous donner une idée quand même, un épisode de podcast, si je sais déjà de quoi je parle, que j'ai déjà en tête plus ou moins une idée de ce que je vais dire, comptez une grosse journée, et ça c'est quand ça se passe bien. Ça comprend d'écrire rapidement le squelette de l'épisode, l'enregistrement, l'édition de l'enregistrement, et quand je dis une journée bien remplie, c'est vraiment bien rempli quand même. La plupart du temps, ça me prend plus de temps que ça. Pour les articles de mon site, c'est beaucoup plus que ça, il n'y a pas de comparaison.
ce sont des jours de travail, et parfois ce sont des mois, parce que évidemment il y a aussi une partie recherche. Pour les épisodes de podcast, j'ai moins ce problème, parce qu'en général je parle de sujets que je maîtrise déjà, alors que pour le site, je suis souvent obligé de faire des recherches. Par exemple, ça peut être aussi de parcourir un livre qui fait des centaines de pages pour en retirer un certain nombre d'informations, ça peut être aller sur des sites pour lire dans les forums les commentaires, d'aller lire des articles scientifiques, ça peut prendre parfois plusieurs mois de préparation pour un article. Alors évidemment, pour compenser un petit peu, parfois je me permets de faire des choses qui sont un peu plus faciles entre guillemets, des sujets un peu plus légers, ou des choses dont je peux parler plus aisément. Donc pour certains articles, c'est quand même beaucoup plus simple, mais il y en a, franchement, ça a demandé des mois et des mois de travail. Une autre très grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est comment accéder et trouver tous les articles scientifiques sur le BDSM ou des choses qui sont reliées au moins au BDSM. Juste pour vous donner un exemple, je suis, après plusieurs années, toujours à la recherche d'un certain article qui est supposé contenir la première référence au terme BDSM, mais moi je pense que c'est une erreur et que cet article en fait ne comprend pas du tout le terme BDSM parce que sinon ça contredirait toutes les autres recherches que j'ai pu faire et là ça me surprendrait vraiment. Ça fait plusieurs années que je le recherche cet article, mais comme il est ancien, il date des années 60, c'est extrêmement difficile de mettre la main dessus. J'ai aussi rencontré le problème avec des publications qui sont pas très faciles d'accès, qui sont des publications professionnelles, notamment des choses qui sont écrites par des légistes. J'ai plusieurs articles comme ça que j'aimerais bien lire parce qu'ils contiennent des choses sur le BDSM, des attaques sur BDSM. Malheureusement, c'est vraiment difficile d'y accéder. Et je ne vous parle pas du problème qu'un bon nombre d'articles scientifiques sont écrits par des personnes qui sont dans tel ou tel domaine scientifique. Typiquement, dans mon cas, ça va plutôt être des choses genre sexologie, éventuellement médecine, parfois psychiatrie, à destination de personnes dans les mêmes milieux. Donc souvent ils utilisent du vocabulaire qui est pas toujours super clair, et des fois, un peu trop souvent d'ailleurs, ils font zéro effort pour la lisibilité. Je pense vraiment que même quelqu'un qui est du même domaine, du même milieu, aura du mal à les comprendre. Franchement, certains auteurs, c'est catastrophique, ils savent pas écrire, c'est vraiment pitoyable. Et bien entendu, je l'avais déjà exprimé dans d'autres épisodes et dans des articles de mon site, la plupart de ces articles sont en anglais ou en américain. Heureusement, moi je suis bilingue, mais si on est une personne moyenne, ça rend les choses vraiment dures d'accès. Enfin, heureusement, au moins, j'ai pas trop d'obstacles à ce niveau-là. Sans ça, ce serait même pas la peine d'essayer, C'est vraiment trop dur d'accès. Et là, je n'ai pas parlé du problème de la qualité de tous ces documents, qui en général est pitoyable, C'est pas par hasard que ça fait des années que je me plains du problème. Au final, vraiment, trouver de la documentation comme ça, accéder à de la documentation, de type technique, scientifique, médical, c'est vraiment galère, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas évident du tout. C'est un gros souci, et j'en avais d'ailleurs parlé dans mon épisode précédent, mon rêve BDSM, de ce problème-là, et du rêve que j'ai d'avoir plus de choses comme ça qui soient plus accessibles. Mais croyez-moi, pour l'instant, c'est vraiment un rêve, parce que la réalité, elle est très loin de ça. Mais enfin, c'est quand même mieux que rien à voir, le tout étant d'arriver à trouver ce qui existe et ensuite à mettre la main dessus, ce qui n'est pas toujours possible. Cinquième partie, divers constats que j'ai faits au cours des années passées. Le premier constat, un des plus importants que j'ai fait, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui cherchent à se renseigner sur le BDSM. Évidemment, ça s'explique en partie par le fait que, comme j'ai déjà dit plein de fois, le BDSM c'est très répandu, mais une très grande partie, la grande majorité des gens qui en font en fait font des choses qui sont très simples, parfois ne savent même pas que c'est du BDSM, ne les font que de façon ponctuelle, et généralement pas de façon très intense. Donc dans ces contextes-là, ça n'a pas énormément de sens de vouloir se renseigner, à part si c'est par curiosité. Par contre, c'est un petit peu plus surprenant pour les personnes qui sont un peu plus, entre guillemets, sérieusement intéressées, qui veulent faire des choses un petit peu de façon plus intense ou plus fréquente. C'est un peu plus étonnant là que vraiment il y ait si peu de personnes qui semblent chercher des informations sur BDSM. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 3 sujets majeurs de recherche. D'abord, comment faire des rencontres. Ensuite, comment aller à des soirées, à des événements BDSM, parce que je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, pour beaucoup de personnes, il y a l'idée, fausse bien sûr, qu'on fait du BDSM que quand on va dans des événements, typiquement dans des clubs BDSM. C'est totalement faux, mais c'est un des grands mythes du BDSM. Donc beaucoup de personnes y croient, c'est naturel. Et la troisième demande, en fait, ce sont des demandes de renseignements sur 2 sites. Le site social BDSM FetLife, qui à l'heure actuelle est plus ou moins le leader dans le BDSM, et le site bdsmtest.org qui est un questionnaire BDSM qui permet ensuite de donner une sorte de
profil BDSM. Quand j'ai regardé les statistiques de mon site et quand j'ai vu ce que Google me dit, des recherches qui sont faites dans la recherche Google elle-même, l'immense majorité des requêtes qui sont faites et pour lesquelles Google a répondu en affichant l'adresse de mon site principal. La première de loin, c'est FetLife, donc le site dont je viens de parler. Ensuite, vous avez le test BDSM. Ensuite, vous avez le terme BDSM associé à CNC, le Consensual Non-Consent, ou bien aux histoires. Mais les histoires BDSM ont pas mal de succès. Et puis les rencontres BDSM. Vous voyez, ces sujets-là représentent à eux seuls la très grande majorité des requêtes qui amènent à mon site. Ce qui est un petit peu surprenant parce que mon site quand même, ce sont plusieurs centaines de pages. Mais en fait, il y a une petite minorité de pages qui attirent le plus de visites ou au minimum le plus de vues dans l'interface de Google. Un autre constat qui est vraiment intéressant, c'est que en regardant mes statistiques, je me suis aperçu depuis longtemps que la très grande majorité des personnes qui viennent voir mon site ne lisent, ou du moins affichent, parce que rien ne me prouve qu'ils l'ont vraiment lu, qu'un seul article, éventuellement 2. C'est assez rare d'avoir des personnes qui, dans une session, vont aller lire par exemple 4 ou 5 articles, même quand on parle d'articles pas forcément très gros. Cela dit, il y a quand même une partie du public qui me lit, qui revient de temps en temps, puisque j'ai donc dans les 15% environ de visites qui sont des deuxièmes, troisièmes, etc., des nouvelles visites de quelqu'un qui ne vient pas pour la première fois. Évidemment, vous vous en doutez un petit peu, l'intérêt qui est apporté à mes articles dépend beaucoup du type de sujet. Vous avez clairement des sujets de façon assez naturelle qui attirent plus l'attention, vous en avez, il y a quasiment personne qui vient les lire. Il y en a, ça a du sens que presque personne ne vienne les lire parce que ce sont vraiment des sujets très spécifiques ou bien très techniques, des articles parfois qui sont longs et qui sont pas destinés au grand public, Mais parfois j'ai eu des surprises. L'une des grandes surprises que j'ai eues, c'est l'article dans lequel je décrivais comment se passe une séance payante de BDSM. Typiquement, ça va être par exemple un homme qui a envie de faire de la soumission et qui va aller payer une dominatrice professionnelle. C'est le cas typique, Je m'attendais pas du tout à ce que cet article ait énormément de succès, et pourtant, il a vraiment monté très vite dans les statistiques et il fait partie des articles récurrents pour lesquels il y a beaucoup de visites. Parce que c'est un sujet qui attire beaucoup l'attention, qui intéresse beaucoup les gens. Et franchement, je savais que c'était un sujet intéressant, bien sûr. Sinon, j'aurais pas rédigé l'article, vous vous en doutez. Mais je m'attendais pas à avoir un tel succès, en fait. Donc ça m'a montré, par exemple, qu'il y a vraiment un intérêt sur ces sujets-là. Et j'ai d'autres articles en préparation sur ça, justement. Le travail du sexe dans un contexte BDSM. Un autre constat aussi, qui est relativement compréhensible quand même, c'est que quand je publie un nouvel article, il met un certain temps, et parfois beaucoup de temps, avant de commencer à vraiment avoir des vues. Même des articles qui sont intéressants, c'est-à-dire pour lesquels il y a du public, comme celui dont je viens de parler à l'instant, là, sur le travail du sexe, mettent pas mal de temps. Alors ça s'est amélioré, mais ils mettent souvent pas mal de temps avant d'avoir des vues. La grande raison, évidemment, vous vous en doutez, c'est qu'il faut du temps pour qu'un nouvel article soit indexé et qu'ensuite il monte, entre guillemets, dans les rangs, dans les moteurs de recherche. Donc au début, les seules personnes qui vont aller lire ce genre de nouveaux articles, ça va être les personnes vraiment qui font des visites assez récurrentes ou qui suivent, grâce au flux RSS, la vie de mon site, mais apparemment c'est quand même une petite minorité. Donc pour juger si un article est vraiment intéressant, si vraiment il a du succès et si c'était une bonne idée en fait, il faut du temps. Typiquement, il va falloir plusieurs mois avant de pouvoir déterminer si, oui, ce type d'article plaît, ou au contraire, non, ça plaît pas. Sixième partie, les choses qui m'ont le plus surpris. Après 7 ans de gestion de ce site, d'écriture d'articles, articles pour le site principal, articles de blog, podcast, j'étais aussi intervenu pas mal dans des commentaires dans des forums, etc. Ça j'ai arrêté, mais je le faisais pas mal à une époque. Tout ça, ça m'a amené donc à faire pas mal de constats, j'en ai déjà présenté un certain nombre, mais il y a aussi des choses qui m'ont surpris, mais alors vraiment surpris, des choses auxquelles je m'attendais pas trop, et des choses qui étaient vraiment totalement à l'opposé de ce à quoi je m'attendais en fait. Certaines de ces choses sont évidemment décevantes, voire très décevantes. La première chose qui m'étonne un peu, qui m'étonne depuis le départ en fait, c'est le peu de réactions qu'il y a face à mes efforts d'information donc sur mon site, blog, etc. C'est vraiment étonnant de voir à quel point il y a peu de personnes qui sont intéressées, que ce soit pour collaborer, pour suggérer des idées, pour envoyer des messages, etc. Même dans le milieu public entre guillemets BDSM, les associations, ce genre de choses, il n'y a pas eu de réaction à ce que j'ai fait. C'est bizarre, franchement, il y a des fois où je trouvais ça très bizarre.
Par exemple, il y a des sites qui listent des sites internet qui parlent de BDSM et qui disent « Suggérez votre site ». J'ai envoyé le mien, il n'y a jamais eu de réponse, jamais eu de réaction, bizarre. J'ai aussi suggéré un certain nombre de choses à différents sites en leur disant « tenez, si ça vous intéresse, il y a tel article qui répond à la question que vos visiteurs et visiteuses se posent dans votre forum ». Je leur suggérais de faire éventuellement un lien vers cet article-là. Je voulais pas le faire moi-même parce que je voulais pas m'imposer. J'ai jamais eu de réponse. Là aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre. Il y a aussi des articles qui contenaient des gros problèmes. Je parle pas des erreurs, ça c'est encore un autre problème. Il y en a par exemple qui faisaient des liens vers le site de personnes qui sont connues pour être abuseurs et autres notoires. Je vous passe les détails sordides parce que c'est vraiment sordide. Je leur ai signalé, attention, sachez que la personne qui est derrière ça, c'est quelqu'un qui n'est pas décent et que vous voulez pas fréquenter. Ils ont jamais répondu. C'est super bizarre. Même dans les munchs, etc., franchement, il n'y a pas eu de réaction. Un intérêt superficiel qui a duré 5 minutes et c'est tout. J'étais un peu étonné de ça parce que vu que je m'adressais avant tout aux débutants et débutantes, j'avais pensé au départ qu'on pourrait un peu travailler ensemble, entre guillemets. Mais non, ça intéresse personne apparemment. Alors ça m'a vraiment surpris. Parce que, étant donné que la raison même de la création de tous mes projets, c'est ce que j'avais vu qui se passait pendant les munchs, où j'allais en 2016, 2017, 2018, à cette période-là. Donc je me serais attendu à un peu plus d'intérêt à ce niveau-là, mais quand vraiment il n'y a rien eu derrière, j'ai été vraiment, vraiment surpris. Et déçu aussi. Parce que je m'étais dit que quand même, moi je fais des efforts, eux à leur niveau aussi en font, pourquoi ne pas travailler un petit peu ensemble? Mais non, ça intéresse personne. Bon, faut dire, j'ai pas insisté, puisque visiblement il n'y avait pas trop d'intérêt qui était manifesté, mais ça m'a paru vraiment bizarre. Et une autre chose qui m'a vraiment beaucoup surpris, mais alors ça c'est aussi lié en partie à mes problèmes avec Google, c'est que je reçois très peu de messages. Si vous lisez les articles de mon site, vous avez certainement vu que en dessous de chaque article, tout en bas, il y a un formulaire qui permet de façon très simple de m'envoyer un message. Un commentaire, une remarque, éventuellement une question. Et j'ai mis ça en place sur chaque article pour rendre vraiment le processus très facile, parce que devoir aller cliquer contact, ensuite aller dans le formulaire, c'est pas grand chose, mais du point de vue ergonomique, je sais que c'est le genre de choses qui sont un petit peu bloquants pour les gens, donc je me suis dit, je vais mettre le formulaire en bas de chaque article. Comme ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Malgré ça, je reçois vraiment très peu de messages, et ça m'a vraiment surpris. Alors, à une époque, j'en recevais quand même un peu plus, mais depuis qu'avec Google j'ai eu des problèmes, que j'ai écrit tout à l'heure, ça a fortement diminué mon taux de fréquentation, mon nombre de visites, et du coup le nombre de messages, il s'en est drôlement ressenti. Et dans les messages que je reçois, la plupart ce sont des messages vides en fait, des messages plus ou moins trolliens, du genre coucou ou bien prout, des choses comme ça. Vraiment, vraiment des choses comme ça. Typiquement, ce genre de messages vides, bidons, ce sont les personnes qui tombent sur mon site dans la section blog du site dans laquelle je parlais du test BDSM. Et ça fait à peu près, j'irais jusqu'à dire, plus que 90% des messages que je reçois. C'est-à-dire, ce sont des messages vides, je les classe direct vides. Alors après, je reçois quand même de temps en temps des remarques, c'est vraiment rare ça. Un peu plus fréquemment, des questions, des personnes qui ont besoin d'aide ou qui veulent simplement poser une question sur ci ou ça, tel aspect du BDSM. Donc ça, c'était le but en fait. Le but, c'était d'avoir comme ça à la fois des retours, qui sont malheureusement pas très fréquents, et puis aussi répondre aux questions que peuvent se poser les personnes qui m'écrivent. Alors là, il y a plein de problèmes. Évidemment, d'abord, vous avez le problème, qui est tout bête, mais c'est vraiment désolant. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas à mettre leur adresse email pour que je leur écrive en retour. Alors ils me posent une question, moi je veux bien répondre, mais pour que je puisse répondre, faut avoir l'adresse. Donc je me retrouve relativement régulièrement avec des messages des personnes qui me posent des questions, parfois des questions assez importantes, et je peux évidemment pas répondre puisque j'ai pas leur adresse email. Parfois, il y a aussi des personnes qui ont fait une erreur dans l'adresse email, donc je fais une réponse, j'envoie, et puis ça me revient en disant « cette adresse n'existe pas », parce que la personne a fait une faute d'orthographe. Parfois, c'est corrigeable, parce que par exemple, la personne a écrit au lieu de Gmail, Gmail, donc là, évidemment, ça se corrige, mais quand c'est une erreur dans le nom lui-même, je peux pas deviner où est l'erreur. Dommage, mais je peux rien faire, évidemment. Je reçois aussi de temps en temps des messages un peu trolliens, des gens qui écrivent juste pour emmerder le monde, excusez la vulgarité, mais c'est pour ça. Heureusement, c'est pas très fréquent. Ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Et parfois, je reçois aussi quelque chose qui est assez surprenant, ce sont des messages qui sont donneurs de leçons. C'est-à-dire, vous avez un message super bref, en général c'est 1 ou 2 lignes, non ça c'est pas bon, ou bien ça c'est dangereux, etc. Il n'y a aucune explication, aucune justification, la politesse on oublie évidemment, il n'y a pas l'adresse mail de la personne de toute façon,
Et il y a aucune justification de pourquoi le message il serait à prendre en compte, parce que ce qu'ils disent c'est toujours faux, hein, évidemment. Donc je regarde ça d'un œil circonspect, et ensuite ça va direct dans un répertoire qui s'appelle stupidité. Je vais pas au-delà pour ce genre de message, parce que c'est vraiment toujours n'importe quoi, mais j'en reçois de temps en temps. Et une des choses qui m'a le plus surpris, et franchement qui m'ennuie beaucoup, c'est que quand je reçois des messages pour me poser des questions, j'y réponds presque toujours, sauf quand ce sont des trolls, des gens qui sont odieux dans ce qu'ils disent, qui sont désagréables, des gens qui oublient leur adresse email évidemment, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, normalement je réponds à tous les messages, aussi vite que je peux et dans la mesure de mes capacités, parce que je suis pas magicien, je peux pas répondre à tout, et des fois j'ai reçu des messages, si vous pouviez les lire, je peux vous dire que vous verriez que c'est pas agréable de lire des choses comme ça, il y a des situations qui sont vraiment difficiles, des gens qui ont parfois vraiment de très gros soucis dans leurs relations, dans leur couple, etc., c'est pas drôle à lire, et c'est pas aisé de répondre, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise, À part un message un peu encourageant, j'ai pas grand chose à dire. Mais la chose donc qui me surprend le plus, et qui me désole, c'est que je passe du temps à répondre. Des fois je passe plus d'1 heure, pour une seule réponse. J'en écris 1 page, parfois 2 pages, ça m'est même arrivé que ce soit plus long que ça. Eh bien, malgré ces efforts, dans environ 95% des cas, je n'ai jamais une réponse, ne serait-ce qu'un simple « merci ». Alors, je précise une chose, je suis pas du tout le genre de personne qui est à cheval sur la politesse, etc. Franchement pas, je suis vraiment pas le genre de personne qui va s'énerver parce qu'on n'a pas employé les bonnes formules, etc. Mais ne même pas recevoir, après avoir eu une réponse qui fait 1 ou 2 pages, un simple accusé de réception, parce que c'est ça en fait qui me chagrine. C'est pas juste qu'on me dise merci, c'est aussi savoir que quelqu'un a lu le message, parce que j'ai aucun moyen de savoir si vraiment il a été lu ou s'il est passé dans les spams ou autre. Par exemple, j'avais été en contact avec quelqu'un il y a 1 an ou 2, et la personne, elle ne recevait pas mes réponses, et elle m'avait dit « c'est normal que tu me répondes pas, etc. » Alors là, je lui ai dit « mais j'ai répondu à tes messages précédents. » Et en fait, là, la personne, quand j'ai réussi à la contacter vraiment, s'est aperçue que tous mes messages précédents étaient tombés dans les spams. Donc je répondais dans le vide. C'est un gros problème, parce que ça prend vraiment du temps. Je trouve ça vraiment pénible, parce que c'est décourageant, puisque je sais même pas si mon mail, il est arrivé à la personne. Si ça a été apprécié. Et puis bon, quand même, franchement, de recevoir un simple merci, ça fait plaisir quand même. Même si je suis pas, comme je viens de le dire, à fond sur la politesse, c'est quand même sympa de dire oui, j'ai lu ton message, merci de m'avoir répondu, quoi. C'est pas beaucoup demandé. Mais vous voyez, apparemment, si, c'est trop demandé. Une autre chose qui m'a vraiment surpris, mais alors énormément surpris, c'est à quel point les personnes qui viennent visiter mon site ne savent pas lire. Franchement, j'exagère à peine. Je parle pas des anglophones, etc., qui tombent sur mon site et qui se sont pas rendus compte que c'était du français et qui comprennent pas ce que je dis, bien sûr. Parce que j'ai constaté dans mes statistiques qu'il y avait un petit pourcentage, pas si négligeable, de personnes qui viennent me visiter et qui habitent aux USA ou en Angleterre, donc la plupart doivent pas trop bien parler français. Il y a plein d'autres pays qui visitent, mais c'est eux qui sont les plus nombreux, si on exclut évidemment le public francophone. Franchement, je comprends pas pourquoi certaines personnes m'envoient des messages, par exemple pour me remercier d'avoir créé le site FetLife. Mais non, moi mon article explique comment utiliser FetLife. C'est pas moi qui l'ai créé, j'ai même expliqué en début d'article que je ne suis pas le créateur de FetLife, que j'ai rien à voir avec eux, je travaille pas avec eux, bref, j'ai absolument aucune relation avec ces gens-là, Je l'ai mis explicitement parce que je recevais régulièrement des messages me disant « Ah oui, merci pour ci » ou bien « Comment est-ce que je peux faire » ou bien « Est-ce que vous pouvez modifier ceci, cela ?» Mais tout ça, je peux pas le faire. Je travaille pas avec eux. Eh bien, régulièrement, je reçois des messages, soit pour FetLife, soit pour le test BDSM, ou des gens qui me disent « Oui, je voudrais faire le test BDSM ». Dans mon article sur le test BDSM, je donne l'URL pour aller sur le site, je donne des captures d'écran, j'explique tout. J'ai même écrit explicitement en début de l'article que cet article est juste une explication et que le test est à telle adresse et j'ai mis l'adresse bien clairement parce que je m'étais aperçu qu'il y avait ça. Malgré toutes mes précautions donc, malgré tous ces efforts, j'ai quand même des gens qui m'écrivent pour me dire que « Ah oui, je voudrais passer le test BDSM, etc. » Moi, les bras m'en tombent. Je comprends pas. Là, ce sont pas des personnes qui parlent pas français puisqu'ils m'écrivent en français. Donc, comment ça se fait qu'ils comprennent pas que l'adresse du site du test c'est l'adresse que j'ai précisée en début d'article, c'est quand même pas difficile à comprendre. C'est super bizarre, et c'est pas si rare que ça. Franchement, des messages de ce type-là, j'en reçois de temps en temps. Il y a eu une époque, j'en recevais assez régulièrement, mais je continue à en recevoir de temps en temps. Alors comment est-ce que c'est possible que les gens savent pas lire à ce point-là Ça, alors, j'arrive pas à comprendre. Parfois aussi, vous avez des personnes qui savent pas lire mes articles, en général, et qui m'envoient telle ou telle remarque ou argument, qui est exactement l'opposé de ce que j'ai dit dans l'article,
ou bien qui prouvent que soit ils l'ont pas lu, soit qu'ils ont vraiment fait aucun effort pour comprendre, parce que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit. Ça peut être par exemple « Oui, mais ça c'est faux ». Oui, c'est très bien, mais moi j'ai jamais dit ça dans mon article. Donc faut pas me dire que ce que j'ai dit est faux alors que je l'ai pas dit. C'est complètement bizarre. Et de temps en temps, j'ai aussi ce genre de choses. Vraiment, c'est super bizarre. Une autre chose qui m'a vraiment beaucoup surpris, beaucoup déçu, franchement, des fois je remets en question l'intérêt de faire mon site quand je vois ce genre de comportement, c'est tout simplement que les gens ils suivent pas les conseils qu'on leur donne. Et là, je ne parle même pas que des conseils que je donne dans mes articles. Par exemple, mon article sur les rencontres, j'ai fait un très gros effort pour essayer de présenter un peu toutes les possibilités, pour faire des rencontres, les problèmes, les choses à éviter, etc. Mais c'est pas juste ça, j'ai carrément eu un bon nombre de cas. Par exemple, je répondais à des questions que des personnes m'ont posées, ça peut être sur des forums par exemple, et bien que j'ai répondu en détail en disant il faut faire ci, il faudrait faire ça c'est aussi une bonne possibilité, il y a telle option, etc. Alors évidemment ma réponse dépend fortement de la question. Et ensuite, je me suis aperçu que les personnes, elles ne tiennent pas du tout compte de ce qu'on leur dit. Alors je suis pas le seul à m'en être aperçu, Sur les forums, vous pouvez trouver des personnes qui disent « Maintenant, je réponds même plus aux questions parce que les personnes qui écrivent ce genre de choses, de toute façon, elles en tiennent pas compte. » Mais ça, je m'en suis vraiment aperçu souvent, il y a encore pas très longtemps. Une jeune femme qui m'avait contacté pour me demander pour sa fiche de profil comment faire, pour la faire bien, je veux dire. Je lui avais détaillé exactement, tu devrais changer ça, faudrait que tu mettes ça, tel type de photo, censurer ci et ça. J'avais vraiment tout détaillé. Elle a pas tenu compte d'une seule de mes suggestions. Pas une seule. Et c'était des choses tout à fait basiques, que je suggérais, Vraiment rien de révolutionnaire et rien de difficile, c'est des choses qui auraient pu être faites en, sérieusement, 5, peut-être 10 minutes. Ben non, elle a rien fait. Moi je comprends pas, mais après en tout cas, faut pas venir se plaindre que on n'arrive pas par exemple à faire des rencontres ou qu'on comprend pas ci ou qu'on comprend pas ça. Si les personnes qui font l'effort de répondre à des questions, et là je parle en plus de questions qui me sont posées, pour être bien clair. Ce sont pas des choses que moi je suis allé dire à des gens qui m'avaient rien demandé, Ce sont des réponses à des questions, soit qu'on m'a posées, soit qu'on a posées dans des forums. Mais non, les personnes elles posent des questions, elles veulent des conseils, elles veulent des suggestions, et après derrière, on s'en fout. Excusez la vulgarité, mais c'est ça, on s'en fout. C'est super décourageant. Et vous pensez que ça, c'est l'un des pires aspects? C'est pas le cas. La dernière chose vraiment qui m'a surpris, et que je veux évoquer pour terminer cette section, c'est que je me suis retrouvé dans un bon nombre de cas, en relation plus ou moins directe, que ce soit en réel lors d'événements, mais surtout par mail, ce genre de choses, avec des personnes qui débutaient, bien sûr, parce que la plupart des personnes qui m'écrivent sont des personnes qui débutent ou qui veulent débuter. Ça a du sens. Et ce qui m'a surpris, c'est que je discutais, par exemple, sur le fameux site FetLife dont j'avais déjà parlé tout à l'heure, avec des outils de messagerie, bien sûr, avec des personnes qui savaient qui je suis, c'est-à-dire que je suis Larry du site Univers BDSM, évidemment. Eh bien, la chose qui m'a vraiment stupéfait, c'est que dans la presque totalité des cas, ces personnes, elles m'ont pas posé une seule question. Pas une. Il y a 1 ou 2 contre-exemples, mais dans tous les autres cas, c'était des personnes qui savaient qui je suis, qui savaient que j'écris des articles, que je fais des podcasts, que j'écris des blogs, etc. Et malgré ça, alors que elles débutaient, elles étaient vraiment dans une situation où elles avaient plein de choses qui sont inconnues, plein de questions, plein de choses à découvrir, etc. bien sûr. Et pourtant, alors qu'elles m'avaient virtuellement, puisque c'était par messagerie, sous la main, non, elles pensaient pas à me poser une question sur ci ou ça. Ah ça, j'ai vraiment pas réussi à comprendre. J'étais étonné. D'autant plus étonné et surpris en fait que je l'ai déjà expliqué quand j'ai commencé le BDSM, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80. À cette époque-là, j'avais pas d'informations sur le BDSM. C'était extrêmement difficile d'avoir des informations sur le BDSM. Même plus tard, dans les années 90, quand j'étais jeune homme, j'avais encore plein de questions et encore beaucoup de difficultés à trouver des infos sur le BDSM parce que c'était la misère. J'aurais donné cher, j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir lire les articles de mon site, et probablement encore plus pour pouvoir poser directement des questions à quelqu'un comme moi maintenant, qui connaît pas mal de choses, mais surtout qui accepte de répondre aux questions. Donc je trouve que c'est un peu choquant, parce que si vous reveniez dans le passé, et que vous me disiez, quand moi j'étais désespéré pour des informations, que j'aurais donné quasiment n'importe quoi pour avoir la possibilité d'avoir des réponses à mes questions, si vous m'aviez dit qu'il y a des personnes qui m'ont sous la main et qui n'en profitent pas du tout, j'aurais été choqué. Franchement, j'aurais été choqué parce que je me serais dit, alors que moi justement c'est ça que je voudrais, eux ils ont cette possibilité et ils s'en servent pas. Bref, vraiment ça a été une des choses, un des constats que j'ai faits qui m'ont le plus étonné parce que franchement je me serais pas attendu à ça. Et encore moins quand ce genre de comportement venait de personnes qui me disaient avoir lu mes articles et les avoir trouvés intéressants, etc. Donc voilà, super bizarre. Vraiment très bizarre.
Et en toute sincérité, ça aussi, c'est une des choses qui sont assez décourageantes, qui me font remettre en question si ça vaut vraiment la peine que je me donne tant de mal pour informer, surtout les personnes qui débutent, bien sûr. Tous ces articles, ces podcasts, etc. Quand je vois des réactions comme ça, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me fatigue? Mais bon, passons. Voilà, j'essaie un peu de vous présenter les différentes choses que j'ai constatées, les surprises que j'ai eues, les problèmes, les difficultés très nombreuses, incessantes, j'ai eu que des soucis, franchement. Les soucis techniques et surtout les soucis avec Google, ça a été vraiment difficile de garder le minimum de motivation face à de tels obstacles, c'était vraiment dur. Mais voilà, maintenant que vous écoutez cet épisode, 7 ans sont passés, au moins. J'imaginais pas que ça se passerait exactement comme ça au départ, parce que j'avais lancé ça un peu au hasard, J'étais pas sûr de ce qui allait se passer. J'avais écrit que quelques articles et je pouvais pas deviner, évidemment, que mon site deviendrait un des plus gros sites en langue française sur le BDSM. Je pense d'ailleurs que c'est possible que ce soit le plus gros site. En quantité de contenu, je veux dire. Je n'imaginais pas, évidemment, que j'allais ensuite faire un podcast, un blog séparé, et encore moins que j'allais rencontrer autant de difficultés. Mais avec tout ça, maintenant, évidemment, j'ai pas mal d'expérience, donc au moins j'arrive plus aisément à gérer mes articles, le site, etc. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis rodé maintenant. Ça rend les choses un peu plus faciles, mais ça reste quand même assez difficile, parce que rédiger des articles quand même c'est pas facile. Mais c'est sûr que si je revenais en 2000, quand j'avais essayé donc de créer ce premier site sur l'éducation sexuelle au sens large, et que j'avais pas réussi à continuer, j'aurais pas imaginé que plus de 20 ans après, je me retrouverais donc être le créateur, l'auteur d'une si grande quantité d'informations sur le BDSM, et que j'y aurais consacré autant de temps et d'efforts. À l'époque, ça m'aurait surpris quand même. Maintenant, qu'est-ce qui va en être du futur, des années à venir? Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je continue lentement. Vous imaginez bien que gérer plusieurs projets comme ça en parallèle, ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Donc le temps que je passe sur le podcast, c'est du temps que je ne peux pas passer sur le site et vice-versa, c'est évident. J'espère que je vais arriver à garder suffisamment de motivation pour quand même continuer. En ce moment, je privilégie les podcasts. Si vous me suivez depuis 1 an ou 2, vous en êtes peut-être aperçu. Le rythme de parution des articles sur mon site a beaucoup diminué, mais par contre, le rythme des podcasts a énormément augmenté, évidemment. C'est difficile de savoir comment ça va évoluer, tout ça. Pour l'instant, j'essaye de tenir le rythme d'un épisode de podcast par semaine. J'espère que j'arriverai à le tenir. C'est pas facile, Trouver des sujets et arriver à trouver vraiment ce que je veux dire dedans, c'est pas quand même si facile. Et en même temps, il faut quand même que j'arrive à rédiger des articles pour mon site principal. Donc je suis pas trop sûr de comment ça va évoluer. Est-ce que je vais découvrir de nouvelles possibilités? J'avais pensé à différentes choses. Très récemment, j'ai pensé notamment à faire des séries d'articles sur certains sujets, mais ça me demanderait une collaboration avec certaines autres personnes qui est pas aisée à obtenir, donc pour l'instant, c'est juste une idée. J'avais aussi pour projet, si vous suivez mon blog, vous savez déjà que j'ai lancé cette idée-là, de réaliser des photos, éventuellement des vidéos pour d'abord égayer mes articles, qui souvent manquent un petit peu d'illustration. J'en suis conscient, mais c'est pas très aisé à faire. J'avais envisagé aussi de faire des choses du genre un peu des tutoriels, un peu pour expliquer, démythifier le BDSM. Sous un format vidéo, visuel, c'est quand même intéressant. Donc là, ce sera avec une approche, entre guillemets, éducative. Bon, un bien grand mot, ne le prenons pas trop au sérieux quand même. Ce serait plutôt dans le but de démythifier les choses. Et j'avais pensé aussi, dans un deuxième temps par exemple, à faire carrément du porno en fait. BDSM bien entendu, ça va de soi. J'avais lancé l'idée relativement sérieusement, j'avais même trouvé un contact, une fille qui était intéressée par ce genre de choses. Malheureusement, elle était intéressée au départ, mais finalement c'était tombé à l'eau, et c'est pas aisé de trouver des personnes pour ce genre de choses. Donc pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je n'abandonne pas l'idée, j'espère bien pouvoir la réaliser d'une façon ou d'une autre, que ce soit cette année, ou peut-être l'année prochaine, enfin j'espère pas dans trop longtemps quand même. Et si ça se fait, quand ça se fera, parce que j'espère bien que ça va se faire, ce sera encore un autre type de sujet, un autre type d'activité qui se rajoutera aux activités déjà actuelles, donc vous voyez, ça rajoute des complications, et ça rend un petit peu difficile de prévoir exactement comment ça se passera dans l'avenir. Mais en tout cas, ça, j'espère bien pouvoir le faire, parce que ça m'intéresse vraiment, et j'ai un certain nombre d'idées à ce sujet. J'ai 1 ou 2 autres choses aussi qui sont en cours, mais là, j'en parle pas parce que ce sont des choses qui sont pas encore officielles, entre guillemets, ou dont je veux tout simplement pas parler sur ce podcast. Enfin, on va voir, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est ça que je voulais un peu expliquer. On verra bien, courant 2024, comment les choses se passent.
Qu'est-ce qui va changer? Sur quoi je mettrai plus l'accent ou moins l'accent? Est-ce que j'aurai plus de priorité sur telle ou telle activité? Et c'est sûr que si par exemple je me lance dans des choses genre photo, vidéo, ça va prendre du temps, ça va demander des moyens, donc ça ne sera pas sans avoir une incidence sur tous les autres projets. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire, donc on va voir ce qui va se passer. Et de toute façon, c'est simple, si vous voulez savoir ce qui se passe, suivez mon site, suivez mon blog, suivez mon podcast, et vous serez aux premières loges pour voir ce qui s'est passé par rapport à maintenant, aux 7 ans, et vous verrez dans quelle direction éventuellement différente, ou bien peut-être pas du tout d'ailleurs, peut-être que ce sera la même direction, je vais aller. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées d'épisodes de podcast ou d'articles pour mon site, vous pouvez me joindre en allant sur la page contact de mon site principal à l'adresse univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.